Bienvenue à nouveau à ceux qui étaient là ce matin. Donc bienvenue à cette table ronde organisée par l'IREMO dans le Palais du Luxembourg. On va donc démarrer la deuxième table ronde de cette journée de réflexion. Je rappelle l'intitulé de la table ronde, l'exercice de la compétence universelle, un bilan contrasté, point d'interrogation. C'est donc une question que nous allons nous poser collectivement. Et pour réfléchir ensemble à cette question, je suis ravie de présenter les trois fins connaisseurs de cette thématique qui sont avec nous. Bruno Cotte, qui est avec nous en ligne, que vous voyez sur l'écran, magistrat, président honoraire de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, ancien président de chambre de jugement à la Cour pénale internationale. Bonjour Monsieur Cotte, merci d'être avec nous. Je vous présente à ma droite Aurélia Devos, première vice-présidente adjointe, présidente de la 5e chambre correctionnelle au tribunal judiciaire de Lille et précédemment chef du pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre au parquet de Paris et au parquet national antiterroriste. Et le troisième intervenant de cette table ronde, Frits Strijf, à ma gauche, avocat en droit pénal international, avocat aux Pays-Bas, spécialisé dans les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, les droits de l'homme et la lutte contre la corruption. Frits Strijf est aussi l'auteur des podcasts Branch 251, alors on dit 251 ou 251 251, Branch 251 sur le procès à Coblence, donc le procès dont vous avez certainement entendu parler et dont on va parler maintenant, en Allemagne, et de Syria Trials, qui dépeint la lutte plus large menée par les victimes de crimes internationaux en Syrie. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente brièvement. Je suis journaliste indépendante et je travaille sur cette question de lutte contre l'impunité pour les crimes de guerre commis spécifiquement en Syrie depuis plus de 2 ans. Je ne compte plus parce que c'est. Mais voilà, commençons sans plus tarder et je vais commencer avec vous, Bruno Cotte. Est-ce que la liaison est bonne? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, il me semble que oui. Oui, parfait, tant mieux. Alors, Monsieur Cotte, lutter contre les crimes de guerre et contre les crimes contre l'humanité, ça suppose qu'on dispose des moyens, notamment d'ordre procédural, pour le faire. Les bonnes intentions et les discours ne suffisent pas. À cet égard, en France, la mise en œuvre des règles de compétence universelle n'est-elle pas excessivement bridée? Et je vous donne la parole. C'est donc à moi? Oui, c'est à vous. Oui, c'est à moi? Allez-y. Parfait. Bon, bonjour, je suis désolé d'être si loin, mais enfin, vous me prendrez là où je suis et tel que je suis. Et d'autre part, je vois que nous sommes déjà en retard, donc je parlerai assez vite. J'ai pour ça besoin de mes notes, ne m'en veuillez pas. Alors, vous venez d'évoquer 2 questions qui revêtent dans le contexte actuel une importance vraiment toute particulière. 2 questions qui sont pourtant différentes et, malgré tout, qui se rejoignent, car elles posent la même question. Disposons-nous, à l'heure actuelle, des moyens procéduraux qui permettent de mettre nos actes en concordance avec nos belles déclarations? Voilà. Alors, je consacrerai peut-être un peu moins de temps à la première question, quoique, c'est pas sûr, qui a trait à la compétence universelle et au verrou. Nous aurons peut-être l'occasion de nous répéter avec Aurélia Devos. Ce n'est pas grave, car il faut marteler ce que nous avons à dire pour que ça rentre dans les cervelles. C'est impératif. Donc, je ne sous-estime absolument pas l'intérêt de cette première question. Il faut que notre pays évolue. Et je ne parlerai que de la compétence universelle en matière de crimes de guerre, de crimes contre... La transition était parfaite puisque monsieur Cotte avait peur de se répéter avec Madame Devos. Mais du coup, nous avons Madame Devos à notre portée qui va pouvoir répondre à cette première question. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le champ de la compétence universelle française et pourquoi cette question-là, quand on s'interroge pour savoir est-ce qu'elle n'est pas excessivement bridée? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, j'interviens donc un petit peu plus rapidement que prévu pour vous parler de cette compétence universelle. Je crois que pour en parler le plus intelligemment possible, il faut revenir quand même aux raisons... peut-être que... Il est revenu. Alors, s'il est revenu, on peut peut-être faire une sorte de duo, voilà, un spectacle de duettiste. Moi, je trouve que ce serait pas mal. Et il est reparti. Alors, donc, je recommence. On récupérera sur les questions du jugement in absentia. D'accord. Donc j'y vais. Oui, allez-y, lancez-vous. Donc, effectivement, revenir sur les raisons profondes de l'existence d'une compétence universelle.
La compétence universelle, en réalité, c'est l'idée qu'il ne peut pas être admis qu'un État soit un refuge pour des personnes qui auraient pu commettre les crimes les plus graves, donc les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de torture, les crimes de disparition forcée, qui, on l'a dit ce matin, touchent à notre humanité profonde. Donc l'idée de la compétence universelle, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit qui doit servir de lieu de déni de justice, de lieu de refuge et de lieu pour échapper à la justice. Pas quand on a commis des crimes aussi graves. Donc c'est ça l'idée principale, ça paraît évident, et je crois que c'est bien de se le rappeler pour se souvenir de tout ce qui va ensuite être décliné. Alors bien sûr qu'il y a des conditions de mise en œuvre, bien sûr qu'il y a le contexte politico-diplomatique qui influe, et ça existe. Ce n'est pas toujours un gros mot, hein, la diplomatie, c'est une donnée, et ça fait partie des choses qui doivent être intégrées, connues, pour coexister avec la justice. Alors tout ça, ça semble évident, ça l'est pas quand même toujours. C'est pas toujours évident de mettre en place cette compétence universelle, on le voit, et d'ailleurs la question qui est posée le porte intrinsèquement. Est-ce que vraiment elle est bridée? Est-ce que c'est un bilan contrasté? Alors, pour parler de la compétence universelle, petit rappel rapide, la compétence universelle, c'est en réalité sortir des liens de rattachement habituels qu'on peut avoir en droit pénal. Quand on est un État souverain, on va poursuivre les auteurs français en France de crimes, même commis à l'étranger. On va poursuivre des auteurs étrangers qui ont pu commettre des crimes sur des victimes françaises. Où on va bien sûr essayer de poursuivre les crimes qui sont commis en France. Ça, c'est évidemment la base classique, même si pour certains États, leurs victimes nationales ne trouvent pas forcément justice dans leurs États. Mais la compétence universelle, c'est en réalité pouvoir poursuivre des auteurs étrangers qui ont commis des crimes à l'étranger sur des victimes étrangères, a priori sans autre lien de rattachement avec notre justice. Donc bien sûr, les compétences universelles absolues, où on peut poursuivre tout et n'importe quoi partout, on trouvait sa limite hein, en Belgique, en Espagne, on pourra en reparler si vous voulez. Mais le lien de rattachement qui est communément admis, c'est la présence de cet auteur présumé des crimes sur le territoire ou sa résidence habituelle. Bruno Cotte en parlera de ces verrous hein, qui font une sorte de compétence universelle à géométrie variable. Et ça, c'est un petit peu le schéma classique. En France, depuis 1986, on peut poursuivre les auteurs d'actes de torture au sens de la Convention de 1984 sur le territoire, qui sont présents sur le territoire français. En 2010, on va pouvoir poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui sont résidents habituels sur le territoire français. Font exception ceux qui ont commis des crimes en ex-Yougoslavie et au Rwanda, qui depuis 1994 peuvent être poursuivis en France, enfin 94 ans, 95 et 96 hein, pour les lois d'adaptation pour être précise, qui sont présents sur le territoire français, qui ont commis des crimes donc en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Pour les disparitions forcées, c'est en août 2013 qu'on va pouvoir intégrer cette compétence universelle. Donc on voit déjà quand même qu'il y a une évolution, mais c'est surtout assez récent en réalité. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui trouve une pratique très ancienne. Et ce n'est pas non plus très évident de faire comprendre que c'est un problème de sécurité intérieure. J'utilise volontairement ce terme parce que c'est à la mode. Et c'est surtout un levier d'action qui est absolument incroyable. Dès que ça touche à la sécurité intérieure, alors là, les moyens se développent, la justice, la police, toutes affaires cessantes, la sécurité intérieure est atteinte. Alors, j'ai la faiblesse de penser que c'est aussi un problème de sécurité intérieure. Parce que même si le crime est ailleurs, le criminel est ici. Alors, peut-être n'est-il pas membre d'un groupe à caractère terroriste. Mais peut-être est-il coupable ou présumé coupable de crimes de torture très graves. Peut-être apporte-t-il avec lui toute la violence de ce qu'il a commis et de ce qu'il est et de ce qu'il peut continuer à activer depuis la France vers l'étranger. Et donc, bien sûr que c'est notre affaire. Alors, en France, bien sûr, il y a eu toutes ces évolutions législatives et puis ça s'est accompagné d'une volonté
assez pragmatique, mais qui était très lié au dossier relatif au génocide des Tutsis au Rwanda, une volonté de spécialiser des magistrats d'abord, puis des enquêteurs ensuite. Donc c'est la création en janvier 2012, loi du 13 décembre 2011, du pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre, qui va comporter des procureurs, des juges d'instruction, situés à Paris, au sein du tribunal à Paris, et qui vont un peu grossir en effectif, pas tant que ça, depuis 2012, et ensuite qui vont être rejoints par des enquêteurs spécialisés, qui étaient initialement des enquêteurs de la section de recherche de Paris, qui vont constituer ce qui sera l'Office central de lutte contre les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. C'est l'appellation initiale qui rentre en vigueur en février 2014. Appellation initiale, on y reviendra, appellation qui a depuis changé. Le pôle crime contre l'humanité a fêté ses 10 ans en 2022, l'Office fêtera ses 10 ans en 2024, fin 2023-2024. Et donc, tout ça, c'est un moment assez charnière, un peu de bilan. Et je dirais qu'il y a à la fois en France l'engagement réel, parce que c'est concret, les textes, les structures, et en même temps, il y a une forme de réserve vis-à-vis de la compétence universelle. Il y a à la fois l'envie de faire et la peur que ça nous dépasse. Et cet effet de balancier est en réalité permanent, selon les contextes, selon les moments, selon les fenêtres politiques dont on a parlé ce matin. Alors, il y a peu de moyens dans cette structure. Il y avait un procureur en 2012, il y en a 5 aujourd'hui, 6 bientôt en septembre. Il y avait 3 juges d'instruction en septembre 2012, il y en a toujours 3 aujourd'hui en janvier 2023. On est passé de 20 dossiers à 190, mais vous voyez, finalement, les effectifs n'ont pas suivi. Mais pour autant, on a des structures qui sont pensées, toute la chaîne pénale, du procureur aux juges, aux enquêteurs, et ça, c'est un atout absolument considérable. Donc on peut trouver bien sûr des points de critique, mais c'est un atout absolument important. Depuis 10 ans, c'est l'explosion du contentieux, la diversification des zones, pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a l'effet d'une politique pénale qui est assumée et qui a été d'initiative. Il y a l'effet aussi du professionnalisme des ONG. Ça joue énormément dans le développement de la justice pénale internationale en matière de compétences universelles, c'est-à-dire que les ONG qui déposent des plaintes, les associations de victimes, se sont en quelque sorte professionnalisées dans ce qui peut être utile en justice. Et ça marche parce que les magistrats, les enquêteurs créent une vraie dynamique avec la société civile. Ça, c'est un élément qui a joué beaucoup. Bien sûr, l'effet de la réforme de l'asile en France a été très important, puisque depuis juillet 2019, les services de l'asile et de l'immigration, c'est l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, doit, quand il exclut une personne qui a souhaité avoir le statut de réfugié, quand il l'exclut pour soupçon d'avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, il doit signaler cette personne au procureur. Ça signifie que toutes ces personnes qui étaient finalement sous le radar de la connaissance de la justice sont désormais portées à la connaissance de la justice. Ils ne sont pas expulsables, ils ne sont pas extradables quand on a déterminé qu'il y avait un risque de persécution dans leur pays, mais pour autant, ils n'ont pas de statut en France et ils sont soupçonnés de commission de crimes graves. Donc il y a un enjeu très, très considérable, puisque maintenant la justice ne peut plus dire « je ne savais pas, je ne suis pas au courant ». Je ne sais pas qu'il y a telle ou telle personne qui mérite de faire une enquête. Donc c'est une vraie mise en lumière et effectivement, les moyens n'ont pas toujours suivi. Alors il y a eu des élans très forts. Je voudrais parler de la Syrie et de l'Ukraine dans mon propos parce qu'il y a eu des élans très très forts, effectivement, dès les premières années du conflit syrien au sein du pôle crime contre l'humanité. Ce sont les premières années du pôle. La fenêtre politique, elle est effectivement ouverte à ce moment-là. On pense aujourd'hui à des rapprochements avec Bachar el-Assad, mais au final, en 2012, en 2013, en 2014, les crimes sont odieux, bouleversent la communauté internationale. La fenêtre politique, elle est énorme. Que ce soit les photos du fichier César, les images des attaques chimiques, la désolation qui est visible par tous, qui est issue des sièges de différentes villes ou des bombardements, évidemment, personne ne reste indifférent. Et dès 2012, le pôle crime contre l'humanité a travaillé de cette façon, a travaillé à
regarder effectivement toute la documentation, analyser le contexte, suivre de manière très précise l'évolution du conflit, créer aussi tout un réseau autour du sujet, prendre contact avec l'ensemble des acteurs, et l'ensemble des acteurs, quand on pratique la justice pénale internationale, ce sont évidemment les ONG, j'en ai parlé, celles qui documentent les crimes, celles aussi qui sont des ONG humanitaires sur le terrain, au contact de la constatation physique, parfois même des crimes, au plus près de la commission de ceux-ci, mais aussi les ONG de plaidoyer qui ont parfois des informations très importantes. Les acteurs des Nations Unies, ce sont bien sûr les commissions d'enquête ou les mécanismes qui se mettent en place, comme le IIIM dont on a parlé ce matin, mais pas seulement. Ce sont aussi les organisations comme l'UNICEF, qui disposent de beaucoup d'informations sur les enfants soldats, des représentants spéciaux près du secrétaire général des Nations Unies qui travaillent sur les violences sexuelles dans les conflits. Tous ces acteurs qui ne sont pas à proprement parler judiciaires, nous avons essayé de les impliquer dans ce système de justice pénale internationale. Je crois que là, vraiment, il y a un levier très très fort pour la compétence universelle et qu'on a essayé de mettre en place. Alors bien sûr, la mort de nos journalistes à Homs en 2012 nous a fait entrer, nous a entraînés en Syrie. Je dirais que le fichier César, toutes ces photos, 46 000 photos qui nous ont été transmises de cadavres torturés, individuels ou collectifs sur les terres battues des hôpitaux militaires syriens, va nous plonger véritablement dans le conflit syrien. Et à partir de ce moment-là, je dois dire que ce sont des années où nous n'avons pas compté nos efforts, et nos efforts pour convaincre et nos efforts pour enquêter sur ces dossiers. Et ce sont un peu les années de l'audace, en quelque sorte, puisqu'il y a eu cette première enquête structurelle qui a été montée autour du fichier César. Une enquête structurelle, c'est assez atypique pour un procureur. Je vous explique en un mot, c'est que finalement, votre voisine se fait assassiner, le crime est là, on le constate, et puis on va chercher l'auteur. Ça, c'est le réflexe classique d'un procureur. Par contre, ouvrir une situation comme un procureur international et dire « mais moi, je vais travailler », sur les crimes qui sont commis dans les centres de détention en Syrie. Je ne sais pas qui les a commis, je ne sais pas qui est sur mon territoire et a peut-être participé à ces crimes, mais on commence à enquêter. Et on n'attend pas de savoir qui est présent sur le territoire français. Là, on ouvre une enquête structurelle et ça permet de figer la preuve, de la collecter en amont et de travailler avec effectivement tous les acteurs. Ça nous a permis de qualifier en droit ce qu'on a estimé être des crimes contre l'humanité. On a travaillé bien sûr sur les photographies, sur leur analyse, sur les lieux, sur les branches dont elles provenaient. On a travaillé sur des témoignages qui provenaient des groupes de réfugiés qui pouvaient être en France ou en Europe ou ailleurs, avec les ONG et les organes des Nations Unies. Et on a travaillé avec le réseau génocide européen et nos collègues partenaires, que ce soit en dehors de l'Europe et qui sont observateurs au réseau, ou les procureurs européens qui en font partie. À partir de ce moment-là, se crée pour la Syrie une coordination Eurojust. Ce qui se passe pour l'Ukraine est une vision plus aboutie, très aboutie. Mais déjà, il y a des années, des choses se sont mises en place pour la Syrie. Il n'y a pas rien eu. Il y a eu cette coordination Eurojust, on s'est mis à plusieurs. La Suède, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, on avait tous affaire à des réfugiés qui venaient dire « mais moi j'ai subi ça. Et peut-être que j'ai vu mon bourreau quelque part, c'est arrivé en Allemagne, il est là ici. » Et peut-être aussi qu'on apprend que tel ou tel responsable, qui est passé un petit peu en disgrâce et qui a voulu prendre le large, après avoir commis des crimes, se retrouve à Paris, à Lyon, à Versailles, peut-être même médecin dans une clinique à Versailles. C'est un exemple. Et donc, effectivement, cette coordination, elle a un sens pour pouvoir échanger des informations. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on est très, très proche de l'Allemagne et très, très proche de leurs considérations. Et nous avons constaté que nous étions les deux pays qui avions beaucoup de dossiers potentiels, beaucoup d'ouvertures potentielles, et il fallait absolument qu'on travaille ensemble. Et alors on s'est apprivoisés, parce que c'est ça la coopération internationale, c'est d'abord une histoire d'hommes. Donc on s'est apprivoisés, on a appris à travailler ensemble, et puis on a conclu
qu'on allait passer ce pas de la première équipe commune d'enquête pour crimes contre l'humanité qui serait conclue au sein d'Eurojust. Et donc la France et l'Allemagne ont conclu cette équipe commune d'enquête il y a quelques années pour partager. Alors on voit que l'Allemagne, et on va en parler, a tenu des procès. La France a peut-être ralenti un peu par des chemins de campagne détournés, qui sait, arrivera peut-être au but à un moment donné. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'échanges. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers en France. Il y a des dossiers qui visent des personnes syriennes qui sont sur le territoire français, qui ont pu commettre des crimes. Il y a des dossiers concernant des victimes françaises ou binationales. Il y a des dossiers qui concernent l'arme chimique et des entreprises qui ont participé à la logistique, le transport ou le financement de ces armes chimiques. Il y a tout ça. Il y a 30 dossiers qui n'avancent pas tant que ça, et pas de la faute de ceux qui essayent de les faire vivre, mais probablement d'un manque de moyens qui n'a pas été aidé par les derniers développements juridiques dont Bruno Cotte va parler et qui semblent vraisemblablement avoir mis un petit coup d'arrêt. Et c'est important quand même, je dirais, de montrer qu'il y a un petit glissement, malgré tout, depuis ces derniers temps, et un danger pour la compétence universelle. Ce sera mon autre point. Ce danger, c'est qu'il provient de plusieurs choses. Déjà, ce n'est pas acquis du tout, hein, et c'est pour ça que je parle de danger. Il faut interroger le sens des structures. On a, en juillet 2019, regroupé la section antiterroriste et le pôle crime contre l'humanité sous l'égide du parquet national antiterroriste. Et ce matin, finalement, j'ai souri quand Leïla a repris son directeur, disant « mais non, je n'étais pas au parquet antiterroriste, hein, j'étais au pôle crime contre l'humanité ». C'est extrêmement symptomatique, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, l'appellation de crime contre l'humanité a disparu du langage commun. Derrière l'application, l'acception antiterrorisme. Ça a quand même du sens. Moi, j'ai la faiblesse de penser que les mots ont un sens. Et ça peut effectivement être un petit risque. Et si l'intérêt de les regrouper est manifeste, hein, pour un certain nombre de choses, les moyens qu'on peut dédier, la lumière du terrorisme qu'on peut utiliser pour porter des dossiers du crime contre l'humanité, les dénominations sont importantes. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et je crois que le risque d'étiolement du contentieux est réel, à commencer par exemple pour les dossiers concernant le génocide des Yézidis, qui ont été, je dirais, inventés, portés, créés pendant des années par le pôle crime contre l'humanité, qui sont désormais sous le lead de la section antiterroriste. Ça veut dire des choses, tout cela. Alors, autre élément justement sur les structures, l'Office central, je le disais, a changé de dénomination et s'appelle désormais l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Il est évident, et je pense qu'on ne peut qu'être d'accord avec ça, que bien sûr que tous les crimes dont on parle, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide, sont nourris de cette haine, de la discrimination, de la haine raciale, de la haine ethnique, de la haine de l'autre. Et il est évident que les sujets ne sont pas distincts. Mais on peut s'interroger sur le fait que ce soit un office qui, après avoir lutté des années dans la lassitude parfois pour faire comprendre qu'il fallait lutter contre les crimes commis bien loin, eh bien, se recentre un peu en national, parce que ça a une plus grande écoute et peut-être une plus grande visibilité. C'est une évolution qui recentre en fait la compétence crime contre l'humanité, crime de guerre, de manière générale un peu en national. On se recentre en national et si on regarde bien, on exerce de moins en moins cette compétence universelle, tout en montrant avoir de plus en plus les crimes internationaux. Et ça, c'est très particulier. Je voulais faire le lien avec l'Ukraine. C'est un laboratoire extraordinaire, on l'a vu tout à l'heure. Eurojust qui élargit son mandat pour pouvoir regrouper les preuves. Les États se mettent en ordre de marche. Il y a une équipe commune d'enquête qui regroupe des États, l'Ukraine et la Cour pénale internationale. Enfin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se passe. Petit point quand même d'attention. On ne construira rien en coopération internationale si on n'est pas soi-même très fort sur la compétence universelle dans nos États. Et donc, l'illusion de se projeter
finalement, dans ce qui pour la France n'est pas très neuf, hein, aller travailler sur des crimes commis contre des Français à l'étranger dans une compétence classique, ça n'a rien d'inédit, on l'a fait depuis quelques décennies. Mais si on ne fait que se projeter dans l'international, dans un but diplomatique ou politique, et qu'on n'assoit pas ce qui se passe en France, je ne voudrais pas être oiseau de mauvais augure, mais on pourrait avoir le risque de ce qui s'est passé pour la Syrie, c'est qu'à un moment donné, le temps médiatique est passé, le temps politique est passé, mais le temps judiciaire est resté là et les dossiers aussi. Donc simplement, c'était la chose que je voulais dire. Le temps est important. Il faut souhaiter, et tous les acteurs sont là pour le faire, de faire vivre au maximum le temps politique et médiatique pour laisser le temps judiciaire pouvoir pleinement s'exercer. J'ai vu la semaine dernière des magistrats et enquêteurs ukrainiens qui sont venus une semaine en prenant le train depuis la Pologne pour se former avec nous, parce que je pense que c'était plus un échange qu'autre chose, à l'École nationale de la magistrature. Ils font des choses extraordinaires dans des conditions que vous imaginez. C'était très émouvant de se parler de magistrat à magistrat. Vraiment, on parle le même langage. Il n'y a pas de frontières sur ces crimes les plus graves. On parle le même langage, on parle les mêmes objectifs. Et je crois que vraiment, cette compétence universelle, ça vaut la peine. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de la compétence universelle, mettons, si on schématise, on peut considérer une compétence universelle qui serait celle de nos amis allemands et dont va nous parler plus tard Fritz Streif, pour préciser le champ de la compétence universelle en France et en quoi ce champ pose problème, en tout cas il pose question. Bruno Cotte, vous êtes de retour avec nous. On en est ravis. Est-ce que vous pouvez je veux vous reposer cette question. Est-ce que ce champ de la compétence universelle du juge français, est-ce qu'il est excessivement bridé? Quels sont les verrous? Et s'il y a des verrous qui pourraient hypothétiquement un jour sauter, quels seraient-ils? Oui, bien, merci. J'espère que tout va marcher maintenant. Vous m'entendez bien? Oui, parfait, merci. Bon, je viens d'entendre l'intervention tonique, mesurée aussi, d'Aurélia de Vos. Je prends donc la suite. Je ne reviens pas sur ce qu'est la définition de la compétence universelle. Je note simplement, et vous venez de le dire, qu'il existe malheureusement des verrous, et c'est en cela, je reprends mon propos du début, qu'il y a parfois une discordance entre les déclarations que l'on peut faire et les actes que l'on peut effectivement réaliser. À l'heure actuelle, donc, la mise en œuvre de la compétence universelle pour les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité est limitée par un certain nombre de conditions. Il en est tout d'abord deux qui ne s'imposaient pas, à mon sens, mais que l'on peut à l'extrême rigueur comprendre. La première, c'est qu'une poursuite ne peut être exercée qu'à la requête du procureur de la République. Donc, pas de constitution de partie civile possible. Et on voit là que les considérations d'ordre politique et même d'ordre géopolitique priment, et les juges ne doivent surtout pas constituer des obstacles à l'action diplomatique. La deuxième condition, c'est que, je cite simplement le Code de procédure pénale, la poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger cette personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition. Bon, passons, même si c'est un peu difficile, passons sur la première condition et sur cette deuxième condition. Viennent ensuite deux conditions qui paraissent aujourd'hui difficilement acceptables, en tout cas dans le contexte international qui est le nôtre. Il faut tout d'abord que la personne suspectée réside habituellement en France, alors que pour les autres infractions pouvant donner lieu à mise en œuvre de la compétence universelle, torture, terrorisme, détournement d'aéronefs, etc., il suffit d'être trouvé en France. Résidence habituelle d'un côté, être trouvé en France de l'autre, par exemple dans un hôpital où on vient se faire soigner, ou dans un aéroport où l'on transite. Et cette disparité d'exigence est choquante.
Il en résulte, à titre d'exemple, que si un oligarque russe, dont il serait acquis qu'il a en connaissance de cause financé la guerre en cours depuis 1 an, qu'il s'est rendu complice de crimes de guerre et qu'il possède une résidence secondaire en France où il ne séjourne qu'épisodiquement, ne pourrait être appréhendé et éventuellement poursuivi au motif qu'il ne fait que passer en France. Autre condition, et c'est la plus difficile, il faut ensuite que les faits qui constituent en droit français des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, que les éléments constitutifs de ces infractions, tels qu'ils sont définis par notre code pénal, je cite, soient également punis par la législation de l'État où ils ont été commis, ou si cet État, dont la personne soupçonnée a la nationalité, est partie à la Convention portant statut de la Cour pénale internationale. Le crime de génocide est heureusement tenu à l'écart depuis le vote de l'article 63 de la loi du 23 mars 2019. 2 conditions donc très restrictives, et il faut y revenir, qui montrent à quel point la France est soucieuse de ne pas affecter par des poursuites judiciaires qui pourraient apparaître prématurées, voire intempestives, les relations diplomatiques qu'elle entend pouvoir mettre en œuvre à tout instant avec tout pays. Dans la mesure, toutefois, où la manière dont notre code pénal définit les crimes contre l'humanité se différencie des définitions que donne pour cette catégorie de crimes le statut de la Cour pénale internationale, définition qu'ont adoptée de très nombreux pays, mais pas nous, dans la mesure où les États sur le territoire desquels se commettent des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ne possèdent que rarement dans leur droit interne ce type d'incrimination, eh bien cette condition de double incrimination est tout aussi rarement remplie, et c'est ce qu'a jugé la Chambre criminelle de la Cour de cassation en novembre 2021, dans une affaire que vous connaissez sans doute tous, mettant en cause un ressortissant syrien soupçonné de faits de torture, en interprétant à la lettre les dispositions de cet article 689-11 du Code de procédure pénale. Alors soyons un peu plus précis. Saisi d'une requête en nullité de la procédure suivie des chefs d'actes de torture et de barbarie, crimes contre l'humanité et complicité de ces crimes, la Cour d'appel de Paris, chambre de l'instruction, avait jugé que le droit syrien, même s'il n'incriminait pas de manière autonome les crimes contre l'humanité, réprimait les faits qui le constituent et qui sont à l'origine de la poursuite dans l'affaire dont elle était saisie. Dans son arrêt très sobre du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a quant à elle considéré, je la cite, « Les crimes contre l'humanité sont définis au chapitre 2 du sous-titre 1er du Code pénal et nécessairement commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. Dès lors, l'exigence posée par l'article 689-11 du Code de procédure pénale, selon laquelle les faits doivent être punis par la législation de l'État où ils ont été commis, inclut nécessairement l'existence dans cette législation d'une infraction comportant un élément constitutif relatif à une attaque lancée contre une population civile en exécution d'un plan concerté. Alors, quelles sont les conséquences? Au plan national, Aurélien l'a peut-être dit avant que j'arrive à me reconnecter, elles sont majeures, car si j'ai bien lu les articles de presse de l'époque, sur les quelques 70 enquêtes en cours pour des faits de cette nature au sein du pôle spécialisé du tribunal de Paris, que je continue à appeler de ce nom-là, 36 sur 70 seraient affectés par cette jurisprudence restrictive. Et au stade de l'instruction préparatoire, confiée à des juges d'instruction, 13 dossiers sur 80 ou 90 environ seraient concernés, peut-être plus, et s'il fallait les fermer, ce serait un désastre. Sur le plan international, nous nous déconsidérons tout simplement. N'oublions pas qu'en février 2020, Jean-Yves Le Drian signait avec d'autres ministres européens des Affaires étrangères un texte affirmant, je cite, « Nous maintiendrons notre engagement, notamment dans le cadre de nos juridictions nationales, pour que les crimes commis en Syrie ne restent pas impunis. » Fin de citation. Et 3 points de suspension. Au surplus, cette décision et les freins actuels qui la sous-tendent sont de nature à marginaliser la justice française et à l'exclure de la poursuite des crimes les plus graves,
alors que nous nous sommes dotés précisément d'un pôle spécialisé opérationnel et d'un office central de gendarmerie tout aussi opérationnel. Et ce faisant, nous manquerons à ce que nous demande le préambule du statut de Rome, créant la CPI. Je cite, « Chaque État doit soumettre à sa juridiction criminelle ses responsables de crimes internationaux. Encore faut-il s'en donner les moyens procéduraux. » Et nous risquons de nous borner à l'avenir à assurer l'exécution de commissions rogatoires émises par des juridictions européennes, notamment allemandes, qui, elles, font le travail et qui ont, la plupart de ces juridictions européennes, transposé littéralement dans leur droit interne les dispositions de l'article 7 du statut de Rome s'agissant des crimes contre l'humanité, article 7 qui donne une définition moins étroite que celle de notre code pénal, qui est un héritage, je l'ai vécu cette période-là, de l'affaire Klaus-Barbie. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? L'arrêt de la Cour de cassation n'est pas définitif. Il a été frappé d'opposition par la Fédération internationale des droits de l'homme. Cela permet de reprendre les débats. C'est une procédure extrêmement rare, au cas présent qui a pu être opportunément mise en œuvre. Vu l'importance de la question, et dès lors que la Cour d'appel de Paris, dans une affaire de même nature concernant des crimes de guerre, a maintenu sa position en la portement encore, c'est l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est-à-dire sa formation la plus solennelle, qui va connaître de ce pourvoi dans les semaines qui viennent. Il faut espérer qu'elle confirmera la position adoptée par la Cour d'appel de Paris et qu'elle permettra à la France de jouer à nouveau le rôle qu'elle affirme vouloir jouer en ce domaine. Si tel n'était pas le cas, il s'imposera de modifier d'urgence l'article 689-11 du Code de procédure pénale, ce à quoi se sont engagés, dans un communiqué du 9 février 2022, les ministres français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et de la Justice, Éric Dupond-Moretti, il en reste un des deux en place, ceci, et je les cite, afin de permettre à la France de continuer à inscrire résolument son action dans le cadre de son engagement constant en faveur de l'impunité des crimes internationaux. Déclaration, acte, tout cela doit être mis en concordance. Nous sommes au Sénat, enfin moi je n'y suis pas, mais vous y êtes. Le sénateur Jean-Pierre Sueur milite depuis longtemps en faveur de cette modification législative. Et en 2013, une proposition de loi tendant à supprimer cette condition de double incrimination a été votée à l'unanimité par le Sénat. Mais elle n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. En 2019, M. Sueur est arrivé à faire sauter l'exigence de la double incrimination, je l'ai dit il y a un instant, mais en matière de génocide seulement. Il se situe d'ailleurs dans la droite ligne de parlementaires qui, en 2010, lors des débats sur l'adaptation de notre droit pénal au texte régissant la Cour pénale internationale, s'était élevé contre cette exigence de double incrimination. Et il n'y avait pas que des parlementaires, il y avait aussi un certain nombre d'universitaires. Les parlementaires étaient d'ailleurs, c'était intéressant, de tous les bords politiques. Le 7 juin 2022, un député La République En Marche, encore en vigueur à l'époque, ce n'est plus le bon terme maintenant, Guillaume Gouffier-Cha, a déposé une nouvelle proposition en ce sens. Nous verrons, en fonction de l'arrêt que rendra l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, ce qu'il en sera. Alors certains pourront continuer à soutenir qu'il est toujours possible de continuer à poursuivre et de condamner sur le fondement des chefs de torture, d'actes de barbarie et de meurtre, par exemple. Mais renoncer à la qualification de crime contre l'humanité serait terriblement réducteur et reviendrait à renoncer à stigmatiser, au-delà des hommes qui en sont les auteurs, les États qui les ont en quelque sorte conçus, organisés, commandités. On ose imaginer un tel recul dans le monde déboussolé et cruel dans lequel nous vivons actuellement, et au moment où se déroule la singulière opération militaire spéciale du président de la Fédération de Russie, avec son cortège de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ce même souci de mettre les actes en conformité avec les déclarations, j'y reviens, selon lesquelles les responsables seront jugés, conduit à aborder la question du jugement in absentia. La question est simple. Figureront un jour, et figurent d'ailleurs déjà dans le box des accusés, des exécutants de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Ukraine. Mais les plus hauts responsables, au premier rang desquels figure Vladimir Poutine, seront-ils eux aussi un jour dans un quelconque box? Sans doute le TPY nous a-t-il appris qu'il fallait être patient.
Milosevic et Radovan Karadzic ont été un jour rattrapés. Mais que se passera-t-il si l'on ne peut pas appréhender les plus hauts responsables de la Fédération de Russie? Eh bien, il ne se passera rien, car la Cour pénale internationale ne connaît pas la procédure in absentia, ou par défaut, ou par contumace. Le tribunal ad hoc qu'il est envisagé de créer pour juger le crime d'agression pour lequel la CPI n'est pas compétente, faute pour la Russie d'avoir ratifié le traité de Rome, prévoira-t-il cette procédure, alors que le monde juridique anglo-saxon, très présent en matière de justice pénale internationale, y est étonnamment allergique? Faudra-t-il se contenter des récits que nous font les médias, les reporters de guerre, les autorités ukrainiennes? Pourra-t-on accepter que, comme dans l'affaire de l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda, des mandats d'arrêt émis par la CPI restent inexécutés pendant 17 ans, ou comme ce qui s'est passé d'ailleurs au Soudan pour son président? Sommes-nous prêts à admettre que les principaux responsables continuent à vivre et à sévir en toute impunité? Et puis, de manière beaucoup plus triviale encore, à quoi sert-il de dépenser des millions d'euros ou de dollars en frais d'enquête si tout cela n'aboutit pas un jour à un procès? Ou peut-on espérer qu'un tribunal, une cour, sera en mesure de donner un récit judiciaire et non pas médiatique de ce qui s'est passé, au vu de preuves publiquement débattues et avec une défense effective? Les victimes que l'on dit en permanence vouloir prendre en considération n'ont-elles pas droit à un tel débat judiciaire, même par défaut? Souvenons-nous, si vous le voulez bien, de Nuremberg et de l'article 12 de la Charte de Londres qui autorisait les procédures par défaut en cas de fuite du suspect ou pour toute raison invoquée, je cite, dans l'intérêt de la justice, avec article 29, un droit à un nouveau jugement si l'accusé réapparaît. Souvenons-vous des mots du procureur général Jackson, tout common lawyer qu'il était, qui déclarait, je le cite, « En établissant le statut, Londres, nous devions prendre en considération que tout ce qui permettait d'éviter un procès tournerait à l'avantage des accusés. Et par conséquent, le statut autorisa le procès par défaut quand c'était de l'intérêt de la justice. » Article 12. Ne laissant comme guide à la discrétion du tribunal que cette notion très générale. La question s'est posée lorsqu'il fallut juger Gustav Krupp, mais celui-ci était atteint d'une sénilité précoce, vraisemblablement, dirait-on aujourd'hui, de la maladie d'Alzheimer, et les 4 juges ont considéré qu'il n'y avait pas place pour la mise en œuvre de l'article 12 dans un tel cas. En revanche, Martin Bormann, probable successeur d'Hitler, étant à cette époque introuvable, tous, y compris le procureur russe et le juge russe, ont considéré qu'il fallait mettre en œuvre cette procédure de défaut, après avoir mis en œuvre préalablement ce qui permettait de notifier les charges par voie de presse, par voie d'annonce radiophonique pendant une durée d'1 mois, et c'était la condition avec une défense réelle, efficace, effective. Le problème était le même pour Tokyo, si ce n'est que tout le monde a comparu. Rappelez-vous que pour le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pour le Rwanda, il n'y a pas de procédure de défaut en tant que telle, mais des textes qui s'en rapprochent au stade du recueil des éléments de preuve et surtout de l'acte d'accusation, avec les règles 61 pour le TPY et 63 pour le TPR. Le procureur démontre qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour retrouver le mis en cause, puis au stade de la confirmation des charges, peut se tenir une audience publique avec audition de témoins, et on apprend alors publiquement ce qui s'est passé avec un seuil de preuve toutefois plus élevé. Une lacune dans ces textes des tribunaux ad hoc des années 90, pas de défense, il faudrait évidemment y remédier. Et en cas d'arrestation ultérieure, la chambre de jugement n'est bien sûr pas liée parce que la chambre préliminaire a décidé. Au tribunal pour le Rwanda, une procédure de défaut partiel avec la règle 82 bis est également prévue. Cela si l'accusé est présent lors d'une comparution initiale. Et il est intéressant de noter que cette formule d'un défaut ultérieur si l'accusé était présent lors de la comparution initiale ou des premières comparations ou des premières comparutions est appliquée dans un certain nombre de pays de common law. Ce qui fait qu'il y a un malentendu sur, je crois, les réticences des common lawyers, dans la mesure où si nous appliquons, nous en France,
une procédure de défaut totale. Il est un certain nombre de pays, y compris de common law, qui acceptent, mais dans des affaires sans doute moins graves, une procédure de défaut partiel. Il en allait le même pour le tribunal pour la Sierra Leone, pour les chambres mixtes extraordinaires cambodgiennes, et vous connaissez tous le statut très particulier du tribunal spécial pour le Liban. Alors, à la Cour pénale internationale, il n'y a pas de procédure de défaut, l'accusé doit être présent, mais on a assoupli, à propos de l'affaire du Kenya, les règles de comparution, et surtout l'article 61.2 du statut. J'ai tout à l'heure, par erreur, parlé de chambre préliminaire pour le TPY. L'article 61.2 du statut permet à la chambre préliminaire de tenir une audience de confirmation des charges par défaut si tout a été fait pour retrouver l'accusé en fuite ou défaillant, et à condition qu'il ait un conseil. Et cette procédure, le procureur, au mois de décembre dernier, a demandé à la chambre préliminaire l'autorisation de la mettre en œuvre dans l'affaire de l'armée de résistance du Seigneur, l'affaire Kony qui concerne l'Ouganda. Je l'évoquais donc tout à l'heure. Et parlant de cette requête, le procureur de la CPI, devant l'Assemblée des États parties, le 5 décembre 2022, disait, et je le cite, « Il est de notre responsabilité de créer une responsabilité juridique qui permette de rendre justice aux survivants. » Donc, mieux vaut un procès par défaut, incontestablement, que pas de procès du tout. Parmi les États membres du statut de Rome, en Europe, on constate que beaucoup d'États connaissent une telle procédure pour des infractions peu graves. Alors, elle est justifiable, cette procédure. C'est la conséquence logique de la dérobade de quelqu'un qui ne veut pas comparaître devant ses juges dès lors que les charges lui ont été notifiées et qu'il renonce librement à ne pas comparaître. C'est une justification d'ordre moral également, si l'on veut bien admettre que l'on veut vraiment lutter contre l'impunité. Car c'est trop commode de paralyser la justice, mais alors c'est un déni de justice. Il y a des justifications d'ordre théorique, c'est la bonne administration de la justice, c'est-à-dire si on se réfère à une décision de la Chambre préliminaire de la CPI de février 2014 dans l'affaire du Kenya, la bonne administration de la justice, c'est la procédure qui permet de concilier l'équité, la rapidité et l'efficacité. Le procès par défaut redonne aux victimes les droits auxquels elles ont droit, et cela tout le monde peut en convenir. Le procès par défaut permet de préserver les éléments de preuve et ne pas laisser les preuves dépérir au fil des années. Un mandat d'arrêt non exécuté pendant 17 ans, c'est quand même un grand risque de déperdition des preuves. Et les droits des co-accusés également, car il est préférable de tout juger en même temps, contradictoirement pour les uns, par défaut pour les autres. Et puis, il n'est pas mauvais non plus que sur le plan de l'histoire à court terme, on puisse dresser judiciairement, officiellement, lors d'une procédure de défaut, de contumace ou in absentia, un constat des actes commis, ce qui permet aux générations actuelles et futures d'être objectivement informées, judiciairement informées, et j'y reviens, non pas seulement médiatiquement informées. Alors, il faut, et j'en termine, impérativement qu'une défense soit là, présente, efficace. Il faut que les charges, que tout ait été fait pour que les charges soient notifiées. Il faut la possibilité d'un nouveau procès. Et tout cela n'est pas plus onéreux que des affaires qui dorment pendant des années avec des équipes d'enquête réduites qui s'efforcent de ne pas les laisser trop dormir. C'est important. Et si on doit créer un tribunal ad hoc pour le crime d'agression, par pitié, que ce tribunal ad hoc prévoit dans son statut une procédure de défaut. Vous l'avez compris, malgré le grand âge, la capacité d'indignation reste totale. J'ai le sentiment que par moment, nous parlons plus que nous ne faisons, même si, Aurélia l'a dit, au niveau des soutiers, le travail se fait au pôle pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, mais encore faut-il que tout cela puisse aboutir un jour. Et nous sommes plusieurs actuellement, et depuis déjà plusieurs mois, à y travailler, avec le concours éclairé de la clinique de droit de l'Université Laval de Québec, qui est passionnée par ce travail. Et c'est important d'arriver à passionner des étudiants de common law. Je vous remercie. Merci.
Merci Monsieur Cotte pour cette intervention vive et indignée. Nous avons du coup, vous avez bien évoqué les limitations qui peuvent indigner, vous l'avez dit. Intéressons-nous du coup par comparaison à ce qui peut se faire de façon plus large et donc avec moins de restrictions. Je veux juste revenir rapidement avant de passer la parole à Fritz Streiff sur ce que Aurélia De Vos avait dit avant en parlant un peu de la genèse des enquêtes sur les crimes de guerre en Syrie avec cette enquête structurelle et cette équipe conjointe d'enquête. Qu'est-ce qui explique que, alors qu'on a démarré, mettons à peu près ensemble, main dans la main et simultanément, aussi vite l'un que l'autre, avec l'Allemagne et la France sur ces enquêtes-là, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, nous, on regarde, on assiste au procès plus qu'on ne les fait, nous, en France, qu'est-ce qui explique qu'à un moment, en fait, ça a bifurqué, nous, on est restés, on s'est arrêtés, et puis les Allemands ont continué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé que, en réalité, il faut une constance dans l'action, pour être clair. C'est-à-dire que autant nos collègues allemands ont, de manière pragmatique, fait évoluer leurs moyens au fur et à mesure que les enquêtes nécessitaient que ça le soit. Autant finalement, nous, j'ai un peu l'impression que l'actualité changeante ou les priorités changeantes ont fait qu'il y a peut-être eu effectivement des intérêts ou peut-être un peu laissé de côté certains dossiers. Et puis, les textes plus restrictifs ont parachevé en réalité les difficultés pour aller au-delà sur ces dossiers. Donc, c'est à la fois les hommes et les organisations, en quelque sorte. D'accord. Et dernier détail, pour nous faire tous collectivement une idée de ce décalage, vous parliez un petit peu des moyens et des effectifs dont dispose le pôle en France. Si vous deviez nous donner un ordre d'idée pour comparer avec les moyens et les ressources de nos amis allemands. Alors, en France, il y a donc aujourd'hui 5 procureurs. Ils vont donc être 6 en septembre. 3 juges d'instruction. Et puis, sur les enquêteurs qui travaillent sur les enquêtes, peut-être maintenant ils approchent la quinzaine d'enquêteurs sur le fond. Pour nos collègues allemands, je crois qu'ils sont une quinzaine d'enquêteurs au parquet fédéral à Karlsruhe sur les questions de crimes internationaux. Et puis, ils ont un système de Länder, vous savez. Donc, il y a un appui possible depuis le parquet fédéral sur les équipes locales. Et c'est vrai que en général, ça se passe plutôt bien. Et il y a vraiment un appui, que ce soit pour les enquêteurs ou les procureurs. Donc les moyens sont quand même conséquents. Et puis il y a une volonté, il y a une vraie volonté d'aller très loin. L'enquête est plus rapide aussi. Le procès va être plus long, donc il y a une visibilité plus forte. Ça, je laisserai peut-être le collègue allemand en parler. C'est vrai qu'on voit plus facilement le résultat quand on a une enquête qui est plus centrée au niveau du procureur. Puis ensuite, le procès s'ouvre, va peut-être durer 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais au moins, il y a une visibilité de ce qui se passe. Nous, on a un juge d'instruction qui travaille secrètement. Et donc, probablement que ça n'aide pas une grande visibilité. Et puis, il y a du coup un effet d'entraînement qui se fait peut-être un petit peu moins. Ce sont des hypothèses. Merci. Fritz Streiff, du coup, je rappelle pour l'assistance, vous êtes avocat en droit pénal international. Ce qui va être très intéressant pour nous, c'est que vous avez, j'allais dire, la double casquette, on va parler de double drapeau, mais en fait triple, vous vivez à Paris. Vous allez pouvoir nous parler de ce que font les Allemands pour les procès pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et en même temps, vous êtes aussi avocat aux Pays-Bas. Pays-Bas qui se lancent aussi sur cette voie-là. Donc, est-ce qu'on va se faire doubler aussi par les Pays-Bas alors qu'on était les premiers sur la ligne? On va le voir. Je vous donne donc la parole. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, Fritz Streiff a fait une série de podcasts. Donc, il y a deux podcasts. Les premiers, c'est donc Branch 251 et le deuxième, le The Syria Trials. Et donc, avant de rentrer dans les discussions purement juridiques, etc., je voulais savoir pourquoi vous, en tant qu'avocat, pourquoi vous avez choisi de consacrer autant de temps, parce qu'il y a un nombre assez important d'épisodes, c'est beaucoup de travail. Pourquoi avoir consacré tout ce temps à décrypter ces procès sur ce format spécifique qu'est le podcast?
Merci et bonjour à tout le monde. Tout d'abord, excusez mon français, je vais faire de mon mieux et j'ai des notes pour m'aider. Mais aussi merci à l'Institut. C'est un honneur de parler dans cette ronde table. Oui, c'est un peu une histoire personnellement d'union de l'Union européenne. Moi, personnellement, je suis grandi en Allemagne, mais j'ai vécu longtemps aux Pays-Bas, je suis avocat là-bas, et je vis ici à Paris. Donc, c'est comme ça. Alors, pendant mon intervention, je vais aborder les questions suivantes. Que pouvons-nous apprendre de l'expérience du premier procès mondial de compétence universelle contre des responsables du régime syrien en Allemagne, à Koblenz? Quels sont les principaux succès et défis? Et pendant ça, je vais parler sur les podcasts dont on a parlé, que j'ai réalisé pour illustrer quelques points que je vais faire. J'avais travaillé depuis plusieurs années sur les crimes internationaux en Syrie comme avocat, donc l'importance monumentale de cette affaire à Koblenz était claire pour moi lorsque les suspects ont été arrêtés en Allemagne en 2019. C'était exactement au même jour où un autre suspect, au parcours similaire, a été arrêté ici en France. Alors les choses sont restées calmes autour de l'arrestation en France. On a parlé déjà sur ça un petit peu, on peut parler sur ça plus après. Mais en Allemagne, c'est emparé de l'affaire comme une première mondiale assez symbolique. Et à mon avis, c'est devenu en général un succès. Le procès a rendu le premier jugement mondial dans un procès pénal contre des responsables du régime syrien pour crimes contre l'humanité, parmi autres charges. L'élément de crime contre l'humanité est crucial ici. Pour prouver ça, les procureurs ont dû prouver le contexte, comme Bruno Cotte a déjà expliqué, d'une attaque généralisée ou systématique du régime contre la population civile, dans ce contexte, les suspects à Koblenz ont commis leurs actes. Donc les actes individuels de ces suspects. Et le tribunal à Koblenz a accepté leurs arguments, les arguments des procureurs. Ainsi, en simplifiant assez, la décision du tribunal était aussi un jugement de la réponse profondément criminelle du régime au soulèvement pacifique du peuple syrien. C'est surtout ça que le tribunal a enquêté et trouvé que les actes ont eu lieu dans un cadre des crimes contre l'humanité qui a une grande importance, notamment pour les survivants syriens. Ainsi, de ce point de vue, notamment le point de vue des survivants, le succès d'un procès de la compétence universelle dépend aussi des crimes qui sont jugés. Nous l'avons vu ça aussi avec le dossier Lafarge ici en France, dont on peut parler peut-être un peu plus tard. Et nous l'avons aussi vu de l'autre manière avec le procès qui s'est conclu à Berlin juste hier. C'était sur des crimes dans le camp Yarmouk, juste à l'extérieur de Damas. Dans ce cas, les plaignants survivants ont demandé au tribunal d'ajouter l'accusation de crime contre l'humanité à l'acte des accusations, aux charges. Mais les juges ont refusé, et c'était une grande déception pour les plaignants survivants. Mais revenons au début du procès à Koblenz. Lorsqu'il a débuté en avril 2020, j'ai compris que cette affaire serait déterminante après 10 ans de frustration en matière de la justice pour la Syrie. Et j'ai donc décidé d'en faire un podcast. Mais cette importance symbolique du procès n'a pas été la principale motivation de ce podcast. Nous avons déjà vu en Allemagne et ailleurs que les tribunaux étrangers ne sont pas entièrement équipés pour rendre la justice internationale. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire avec ça. En Allemagne, il y a
un avantage, on a déjà parlé un peu sur ça, il y a un avantage qui en même temps peut être un désavantage, et c'est son système fédéral avec les Länder. Les procès pénaux internationaux peuvent se dérouler en Allemagne dans n'importe laquelle de ces cours régionales supérieures. Nous en avons vu dans tout le pays, à Stuttgart, à Hambourg, à Munich, à Celle, à Koblenz, à Francfort, à Berlin, donc vraiment toute l'Allemagne. Et là, on peut dire plus de tribunaux, plus de capacités, et cela permet au système allemand de traiter plus d'affaires en même temps. Mais cela signifie également que les tribunaux régionaux allemands ne sont pas spécialisés dans le droit pénal international et dans le contexte complexe de ces affaires. Ils ont tous, eux, des difficultés comme ça, parce qu'ils n'ont pas l'expertise spécialisée. Ils doivent exécuter la justice internationale dans leur propre cadre national. Ils manquent de capacité de sensibilisation des communautés affectées, ce qu'on s'appelle outreach en anglais. Ils peuvent être surmenés par le contexte étranger. Ils ne sont pas habitués à recevoir de nombreux visiteurs du monde entier qui parlent autre langue. Et ils n'osent peut-être pas repousser les limites de leurs règles de procédure nationale pour répondre aux besoins particuliers des procès aussi complexes. Ainsi, la motivation derrière le podcast était de combler un peu la grande distance entre Koblenz et la Syrie et le monde en général pour les auditeurs. La distance géographiquement et culturellement et entre la langue juridique et la réalité. Dans le podcast, nous avons décrit et analysé le procès et exploré plusieurs problèmes qui ont rendu difficile pour les Syriens et les autres parties intéressées de suivre et de s'engager dans ce procès, tels que, entre autres, les restrictions d'accès aux salles d'audience. Ça, c'était aussi un peu le problème, bien sûr, avec les restrictions pendant la première part de Covid-19. Les difficultés à obtenir des traductions, c'était qu'en allemand, tout le procès, et la manque d'enregistrement du procès, qu'il n'y avait pas. En produisant les épisodes de podcast en anglais et en arabe, nous voulions fournir des informations de qualité sur ce qui s'est passé lors du procès pour les auditeurs, améliorer la connaissance et la compréhension de la procédure, offrir une plateforme aux Syriens pour qu'ils puissent s'exprimer, expliquer et discuter du contexte syrien, et d'une certaine manière pour qu'ils peuvent s'approprier ce procès et ainsi engager via le podcast. Tout ça dans un cadre assez limité, bien sûr. Alors, malgré les difficultés, le procès a été un succès global, à mon avis, comme je l'ai dit. D'abord parce que l'Allemagne voulait qu'il soit un succès. La volonté politique était présente dès le début. Les lois nécessaires étaient en place. Les capacités et les finances étaient disponibles pour des procès comme ça, qui parfois peuvent durer près de 2 ans, 3 ans, comme Aurélia a dit correctement. Mais le procès avait ses limites et ses défis aussi, comme j'ai déjà expliqué un peu. Je pense que la tendance générale à confier les procès internationaux aux tribunaux nationaux et à soulager la Cour pénale internationale et les tribunaux internationaux est en effet un développement positif et nécessaire. Mais personnellement, je ne vois pas comment les problèmes et les défis constatés à Koblenz, en Allemagne, peuvent être réglés absolument. Et moi, je me demande si c'est en fait le rôle et le devoir de l'État et si c'est réaliste à demander ça. Je pense que des améliorations assez simples sont possibles, telles que des traductions, des enregistrations et des activités du outreach dans la langue nationale, en ce cas allemand, ici en France en français bien sûr, après aussi en anglais et dans la langue de la communauté affectée, en ce cas en arabe. Mais des changements plus fondamentaux pourraient être irréalistes.
La justice internationale dans les tribunaux nationaux, à mon avis, ne sera jamais parfaite. Nous l'avons vu avec les procès en Allemagne qui ont précédé et suivi à Koblenz. Là, maintenant, à Francfort et à Berlin. Et là, on a vu des défis similaires et les cours, là, on a réagi d'une manière encore plus restrictive. Je pense que c'est là qu'une participation et un soutien très actif et conscient de la part de la société civile sont impératifs. Nous, mon équipe et moi, on a fait le podcast. D'autres, notamment en Allemagne, le SCCHR à Berlin, ont fait leur propre travail très bien sur le procès. Et sans parler des groupes syriens qui font un excellent travail. Et je pense que cette part active de la société civile restera nécessaire en Allemagne et ailleurs, ici en France aussi. C'est ce que nous constatons également aux Pays-Bas maintenant, où le premier suspect lié au régime syrien sera jugé dans le courant de l'année. La société civile a joué et joue un rôle important là aussi avec les groupes syriens et néerlandais, et encore coordination. Moi, je travaille avec l'ONG SCM de Mazen Darwish, qui vient d'arriver et qui va parler plus tard, ici à Paris, et avec la fondation Nuhanovic aux Pays-Bas sur ce dossier, en aidant les témoins et les victimes à trouver leur chemin dans la procédure et en coordonnant activement avec les autorités néerlandaises. Les Pays-Bas disposent d'un tribunal spécialisé dans les affaires des crimes internationaux. Donc c'est différent par rapport avec l'Allemagne et similaire par rapport avec la France, je crois. Donc cela peut être un avantage car les juges là-bas et les autres parties, ils ont l'expertise spécialisée et nécessaire. Cela rend les procès plus efficaces, mais cela peut aussi être un facteur limitant car leur capacité est bien sûr limitée avec qu'un tribunal. Les Néerlandais ont également lancé avec succès des activités d'information et du outreach en langue étrangère et ils publient les jugements sur les crimes internationaux au moins en anglais. Lors de procès exceptionnellement importants et symboliques, comme celui concernant la chute de l'avion MH17, ils ont proposé des retransmissions et en direct des séances avec des sous-titres dans plusieurs langues. Donc c'était vraiment bon ça. Alors de quoi s'inspirer pour toutes les juridictions nationales, à mon avis? L'innovation dans notre domaine plutôt réactif et conservatrice est possible, je crois. Et cela me ramène à la France, où je constate plus comme observateur que la société civile française a un travail si important à faire en ce moment même. En regard sur ce qui s'est passé dans le cas du suspect qui a arrêté le même jour que les deux suspects en Allemagne le montre. Et Bruno Cotte a parlé sur ça déjà un peu. Il faut une société civile proactive, critique et créative, qui pousse également les autorités et la politique à faire mieux et plus. Et en même temps, il est évident que la responsabilité ne peut pas incomber uniquement à la société civile. Les procès sur la Syrie que nous voyons maintenant sont que le début dans l'arène de la justice pour les crimes internationaux en Syrie. Ça prend du temps. Mon équipe et moi-même sommes en train de réaliser un nouveau podcast sur ce sujet, comme on a déjà parlé, intitulé The Syria Trials. L'Allemagne a fait beaucoup et continue de le faire. Et ça, c'est bien. Et personnellement, je suis très content avec ça. Mais tout le monde, en fait, maintenant se focalise sur l'Allemagne. Et c'est également un risque, car les autorités peuvent être inondées de plaintes et d'informations, parfois peu sérieuses. Cela peut non seulement les surcharger, mais aussi diminuer la confiance du part des procureurs et polices dans la société civile, lorsque la qualité des plaintes et des informations n'est pas la meilleure possible. Donc c'est le risque là, c'est le danger.
L'Allemagne ne peut pas être la seule juridiction active à s'occuper activement de ces affaires. Toutes les juridictions du réseau doivent faire leur part, et les grandes juridictions, comme l'Allemagne et la France, faisant naturellement plus que les petites, comme les Pays-Bas. De mon propre travail, je sais qu'il y a des enquêtes très grandes et importantes sur la Syrie ici en France, et que les autorités font de leur mieux, et que la différence des moyens aussi, peut-être on peut dire que c'est pas faire en visible, on fait le travail un peu moins visible ici en France. J'espère donc vraiment que nous verrons des développements positifs cette année en France, dans les tribunaux et dans la loi, et que la France pourra jouer le rôle important qui lui revient dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fritz Streif. On va pouvoir passer aux questions, sachant que voilà, il nous reste 10 minutes. On pourra peut-être dépasser, comme on a commencé 5 minutes, 10 minutes plus tard. Si je peux grappiller, je prends. C'est toujours un peu difficile la première question. Les gens n'osent pas trop se lancer. Moi, je peux commencer avec une première question. Ça vous laisse le temps de réfléchir, vous, à la question que vous souhaitez poser. Alors, plus qu'une question, c'est peut-être juste des remarques. Je sais que moi, c'est des choses qui, en enquêtant sur ces sujets-là, qui m'avaient marqué et qu'on a évoqué rapidement, et peut-être que tout le monde ne sait pas exactement de quoi on parle. Je pensais à ce que vous avez évoqué, d'ailleurs, tous les deux, qui sont un petit peu ces espèces de limbes juridiques dans lesquelles se retrouvent des individus à cause de la situation que nous a décrit Bruno Cotte, c'est-à-dire ce décalage entre la volonté et les outils juridiques que nous avons. Il y a des individus qui sont, du coup, je ne sais pas comment on doit dire, mais suspectés de crimes contre l'humanité, qui du coup ne sont pas expulsables, qui sont sur le territoire français, mais qu'on ne peut pas juger. C'est quelque chose. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette situation ? Oui, quand j'ai évoqué cette situation, c'était pour évoquer donc des personnes qui peuvent venir. C'est le cas pour la France, mais c'est le cas aussi pour les autres États. C'est l'article 1F de la Convention de Genève qui dit la chose suivante, qui dit que effectivement, quand une personne demande le statut de réfugié politique, les services de l'asile vont regarder s'il y a un risque de persécution, si on renvoie cette personne dans son état d'origine. Si la réponse est oui, c'est une personne qui est accessible au statut de réfugié politique. En revanche, il y a des causes d'exclusion. C'est-à-dire qu'on peut dire oui, il y a un risque de persécution, mais attention, dans les exclusions possibles, eh bien, il y a les soupçons d'avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ou des actes de terrorisme. Et donc ça crée une situation un peu complexe, c'est-à-dire que oui, il y a un risque de persécution, donc on ne va pas expulser, le Conseil d'État s'opposerait à toute expulsion, on ne va pas extrader, nos juridictions également s'opposeraient à une extradition, mais pour autant, ce sont des personnes soupçonnées de ces crimes, et si nous ne disposons pas de l'arsenal juridique et que les verrous de surcroît interprétés très strictement maintenant par la dernière décision de la Cour de cassation demeurent, eh bien, on va se trouver en situation de ne pas pouvoir enquêter, poursuivre et juger ces personnes, tout en ne pouvant pas les faire partir du territoire ou les extrader vers une autre juridiction. Et donc là, on se met même en difficulté par rapport à la Cour internationale de justice et aux principes internationaux qui disent aut dedere, aut judicare, c'est-à-dire soit j'extrade, soit je juge. Mais effectivement, on voit bien qu'on pourrait même, dans l'absolu, s'exposer à des condamnations à la Cour internationale de justice. Il y a de gros enjeux. Au-delà même de la morale ou du droit et de l'humanité, il y a de gros enjeux juridiques aussi. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Monsieur ? Oui, bonjour, merci. Il me semble avoir lu qu'il n'y a pas eu de publication des actes de condamnation du tribunal de Berlin d'hier, mais même s'il n'y a pas eu inclusion des crimes contre l'humanité dans le cadre de l'acte de l'accusation, il me semble avoir vu qu'il y a eu quand même, ce n'était pas une condamnation individuelle, mais aussi dans le cadre de ce qui se passait dans le camp de Yarmouk avec les milices qui travaillent pour le compte du régime, les Jabiha, qui ont appliqué éventuellement le siège, l'affamation,
violences sexuelles et bombardements massifs contre la population. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ce qui s'est passé? Merci. Oui, c'est vrai. C'était un peu un compromis qui le cours a fait selon ce que j'ai écouté et lu. Donc, il y avait un demande des avocats, des survivants, des plaignants, à ajouter la charge de crime contre l'humanité. Ça a été refusé, mais après, dans le cadre des crimes de guerre qui étaient dans l'acte d'accusation, on a discuté le contexte. Et ça, c'est bien, ouais. Et quand même, le suspect est condamné à la vie en prison. Donc, c'était, à mon avis, un compromis assez bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Madame Marquihuel. Oui, j'ai une question pour Aurélia. Je voulais savoir si, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, visiblement pas en Allemagne, il y a des problèmes d'audiencement. On a parlé des difficultés à faire avancer les dossiers, mais dans le cas où les dossiers sont prêts à être jugés, est-ce que la France, par exemple, connaît des problèmes d'audiencement pour ce type d'affaires? Et si vous me le permettez, je voulais, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par le fait de pouvoir accéder au premier jugement en Koblenz, je voulais juste signaler que sur le site du mécanisme Syrie, vous pouvez le trouver en version anglaise et en version arabe. C'est une version non officielle puisqu'il n'a pas été traduit par les autorités allemandes. Nous ferons de même quand le deuxième jugement Koblenz sera définitif. Il n'est pas encore. Nous produirons les traductions en deux langues. Je vous remercie. Oui, merci Catherine pour cette question. Effectivement, il y a le temps de l'enquête, il y a le temps des décisions de poursuivre et de renvoyer quelqu'un à un procès. Et puis, tu as raison, il y a aussi tout le temps d'audiencement devant une juridiction et qui va prendre du temps et qui pose effectivement problème. Ces dossiers en France sont jugés, que ce soit en première instance ou en appel, devant la Cour d'assises de Paris. Je le précise, avec un jury, avec des jurés populaires, des magistrats professionnels et des citoyens. Donc on est dans une cour d'assises de droit commun qui, évidemment, a une capacité limitée, puisqu'il y a des salles limitées, avec un temps limité, donc c'est par session. Et donc ces dossiers vont devoir s'inscrire dans l'agenda de la cour d'assises, sont souvent longs par rapport à des procès classiques en France. Alors, effectivement, ce n'est pas du tout le même système qu'en Allemagne. Donc, un procès d'assises, même quand il est déjà de 4, 5 jours, 6 jours, est déjà dit procès conséquent. Là, on est sur des procès de plusieurs semaines, voire 2 mois ou 2 mois et demi pour les plus longs. Et donc, c'est absolument considérable de trouver ce temps d'audiencement. La cour d'assises n'est pas vraiment spécialisée, même si certains présidents d'assises vont être maintenant un peu plus ciblés pour traiter de ces affaires, mais il n'y a pas de juridiction qui soit entièrement dédiée à cela. Donc il n'y a pas de, je dirais, l'autoroute du crime contre l'humanité à la cour d'assises. Comme il peut y avoir en réalité ce réflexe un petit peu plus pour les dossiers à caractère terroriste. Donc l'idée qui pourrait être très concrète, c'est de considérer qu'on va dédier peut-être une composition de la cour d'assises ou des compositions à géométrie variable, et puis cette autoroute de la cour d'assises crime contre l'humanité. On voit que les procès se développent, il y en a 2, voire peut-être 3 par an. En tout cas, il va y avoir beaucoup de développement. En première instance et en appel. En appel, en France, on refait tout. On fait comme si le premier procès n'avait pas existé. On recommence tout. On fait revenir les témoins. On recommence tout le procès. Donc, c'est extrêmement important. Ça joue aussi sur l'audiencement. Là où on perd du temps aussi, c'est au niveau de toutes les procédures d'appel, des décisions de renvoi devant la cour d'assises, où effectivement, au parquet général, comme à la chambre de l'instruction à Paris, il n'y a pas non plus de collègues ou de chambres dédiées. Et cela prend effectivement parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, avant même que la Cour ne puisse se pencher sur une décision de renvoi dans la Cour d'assises. On a jugé Laurent Bussi-Baruta en première instance l'année dernière pour le génocide des Tutsis au Rwanda en mai et juin 2022. Le procureur avait rendu son avis à la fin de l'année 2018.
Entre-temps, il y a eu la décision du juge d'instruction et puis tout ce parcours pour arriver au procès en mai 2022 avec évidemment, malheureusement, le risque du vieillissement des accusés. Et donc, ça peut poser de véritables difficultés. Donc oui, c'est une bonne question. Madame Bourguiba. Merci beaucoup pour vos interventions. Je voudrais revenir à la question de l'outreach, de la sensibilisation qui me paraît essentielle. J'ai été surprise d'apprendre que les procès en Allemagne n'étaient pas enregistrés. En France, les derniers procès pour le génocide des Tutsis au Rwanda ont été filmés, effectivement. Et je voulais savoir si, au terme du procès de Koblenz, il y a eu une réflexion au sein des juridictions allemandes pour savoir s'il fallait enregistrer, filmer les prochains, ou alors comment permettre à ce que les communautés affectées, au-delà de l'Allemagne, puisque la diaspora de Syriens est quand même sur un grand espace européen, pas uniquement en Allemagne, s'il y avait d'autres réflexions par les juridictions allemandes pour toucher toutes ces communautés, au-delà du podcast, parce que le podcast y contribue effectivement, mais s'il y a une réflexion des juridictions elles-mêmes. Oui, en fait, il y avait déjà l'option dans la loi pour les enregistrations, mais la définition dans la loi était très restrictive et c'était réservé pour les procès de grande importance pour l'Allemagne. Et là, le tribunal à Koblenz a décidé que le premier procès mondial contre des responsables du régime de Bachar al-Assad n'était pas de grande importance pour l'Allemagne. C'est ça ce que j'ai dit sur les juges qui peut-être ne veulent pas oser d'utiliser les règles qui existent déjà pour répondre à des besoins un peu spéciaux dans les contextes des procès comme ça. Donc, il y avait l'option déjà. Là, maintenant, le gouvernement, le nouveau gouvernement a un plan pour introduire dans la loi que tous les procès criminels soient enregistrés. C'était déjà un plan des autres gouvernements avant et il y a beaucoup... il y a un mouvement assez grand contre, mais le ministère de la Justice a dit que ça va venir. On va voir, je suis pas certain. Moi, juste éventuellement pour conclure, mais je voulais vous poser une question, Fritz Reiss, mais plus sur comment ont été perçus ces procès par la population allemande, c'est-à-dire ce rôle qu'a choisi d'endosser l'Allemagne dans la tenue de ces procès, et peut-être au regard de son histoire, comment est-ce que ça a été reçu, selon vous, de votre perception, par l'opinion allemande? C'est une bonne question parce que je viens de dire que le tribunal à Koblenz a décidé que le procès n'avait pas une grande importance pour l'Allemagne. Et c'est aussi, je crois, c'était le cas parce que, en fait, outreach, les informations sur le procès en Allemagne, c'était pas grand-chose. Et ça, c'est une question très grande, je crois, mais les raisons, là, que c'est très compliqué, que c'est très loin de la réalité quotidienne des Allemands. C'est pareil, je crois, pour les procès comme ça ici en France aussi, mais on peut faire mieux là aussi. Le tribunal peut faire de mieux. Les procureurs aussi, le bureau de procureur aussi. Il y a des press statements, comment ça s'appelle en français? Communiqué presse, oui, mais c'est très 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 limité. Mais honnêtement, franchement, le podcast était aussi en anglais et en arabe, pas en allemand. Et moi, je parle allemand, donc c'était un peu une possibilité de le faire en allemand aussi.
Mais pour moi, c'était pas le groupe le plus important pour les informations sur un procès comme ça. Est-ce qu'il reste une question dans l'assistance? Monsieur, on vous écoute, on a 5 minutes, un petit peu moins de 5 minutes. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, généralement, en Europe, nous avons une position très favorable par rapport à la compétence universelle, pour la simple et unique raison qu'on se trouve, on est à la place de celui qui poursuit les méchants en face qui méritent d'être poursuivis. Alors, le problème, c'est que on risque de provoquer l'envie chez la partie adverse. Par exemple, je me suis laissé dire que l'État iranien envisage de poursuivre les industriels allemands qui, pendant la guerre, l'Irak et l'Iran, ont vendu les produits chimiques à Saddam Hussein. Pardon ? Bon, néerlandais ou l'allemand, enfin, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez bien. Voilà. L'essentiel, c'est que qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on continue à apprécier aussi positivement la compétence universelle si jamais un État de l'autre côté décide de lancer une poursuite à l'encontre, par exemple, du Pays-Bas? Est-ce qu'on garde la même position, même appréciation positive? Pour répondre à votre question, du coup, et peut-être sans spéculer sur des procédures hypothétiques dans le futur, on peut peut-être juste, du coup, avoir Aurélia De Vos qui peut-être peut nous rappeler les précédents, là où il y a eu, disons, quelques déconvenus au sujet de la compétence universelle. Vous aviez cité la Belgique, l'Espagne. Peut-être que c'est des exemples qui peuvent être intéressants, juste de savoir pourquoi, à un moment donné, certains États ont un peu mis les freins sur peut-être un exercice de la compétence universelle qui peut-être manquait de cadre, je ne sais pas. C'est vraiment une question. L'Espagne, par exemple, ils n'ont pas eu de... Oui, il y a deux exemples sur la compétence universelle qui se voulaient très très larges, voire même absolues, en Belgique et en Espagne. Alors pour les autorités belges, qui ont été quand même toujours assez pionnières d'ailleurs dans le droit international pénal, il y avait à un moment donné une compétence absolue, universelle absolue, c'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment pas besoin même de la présence ou de la résidence d'un auteur sur le territoire français. Donc forcément et inévitablement, des plaintes ont été déposées en Belgique et celle qui fait basculer en quelque sorte le cœur de la volonté politique, c'est les plaintes déposées contre Ariel Sharon. Donc là, évidemment, les problèmes diplomatiques, politiques ont été tels que les autorités belges sont revenues à un lien de rattachement, au moins une présence sur le territoire belge. Les Espagnols ont eu également des difficultés avec les Chinois et donc sont revenus il y a quelques années, beaucoup plus récemment, sur une compétence universelle, mais en disant tellement peur qu'ils sont revenus très en arrière, là où la Belgique est restée raisonnable avec un lien de rattachement. Nos collègues espagnols, malheureusement, se retrouvent en difficulté. Ils ne peuvent même plus poursuivre des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre commis à l'encontre des victimes espagnoles. Donc on est revenu quand même à des choses qui sont très compliquées. Donc bien évidemment qu'il y a cet exemple-là. Par contre, petit bémol quand même, ce n'est pas seulement une question politique, c'est aussi une question juridique, parce que quand il n'y a aucun lien de rattachement, pas du tout de présence, de résidence, aucun lien avec l'État, enquêter est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une capacité d'approcher peut-être donc l'auteur, son environnement, et puis pouvoir tirer des liens, des fils, pour pouvoir enquêter. Il n'y a rien de pire qu'aller déposer une plainte, et puis qu'elle ne puisse pas être enquêtée, qu'elle ne puisse pas aboutir, parce que finalement, ça alourdit encore l'impunité, ça aggrave encore l'impunité. Donc c'est vrai que la compétence universelle, c'est bien, mais quand elle peut donner lieu à des procès. Donc il y a aussi cet aspect-là. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fini pour... je pense qu'en termes de timing aussi, il y a vraiment une dernière question ultra pressante. Et voilà. C'était pas une question, en fait, c'était juste pour Madame De Vos, en lien avec votre propos sur le PNAT.
C'est juste un indice. Hein. Je pense personnellement qu'il y a aussi, en termes de sécurité intérieure, il faut penser au crime organisé, y compris chez nous. Peut-être juste un mot. Alors, ce qui serait aussi une option, puisque si on veut être prospectif, je crois que c'est François Molins qui avait évoqué, avant la création du parquet national antiterroriste, cette idée d'un grand parquet national qui regrouperait effectivement peut-être l'antiterrorisme, les crimes contre l'humanité, mais aussi la criminalité organisée, mais aussi peut-être les affaires militaires, et la cybercriminalité. Parce qu'on voit bien que les choses sont imbriquées. Bien sûr, vous avez raison, hein, la criminalité organisée, les trafics d'armes, le blanchiment. Mais attention, il peut y avoir des liens entre ces différents... Bien sûr. Et grâce à cette idée du grand parquet national, qui était restée finalement dans l'esprit de François Molins, qui n'a pas encore trouvé sa place, mais finalement, il y a aussi des liens, bien sûr. Pour le coup, c'est différent du terrorisme, mais... c'est intéressant de travailler sur la criminalité organisée. Non, il peut y avoir des liens aussi avec le terrorisme. Oui, un petit peu, bien sûr. On a travaillé là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve après pour de l'Ukraine au Moyen-Orient, défis et perspectives pour une justice pénale efficace.